Bonjour à toutes et à tous, vous êtes partants pour un grand bol d'évasion? Alors c'est cadeau, invitation au voyage, c'est parti. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener à Copenhague, avec un peintre qui aurait pu être coach en développement personnel. Au 19e siècle, le Danemark est en plein chaos et lui va idéaliser son pays sur la toile. Il va aider les Danois à retrouver la fierté d'appartenir à cette nation. La virtuosité du peintre Christopher Willem Eckersberg, ce sera notre inspiration. Dégustation de miel prévue sur l'île de Groix. Cette île bretonne a le record du nombre de colonies d'abeilles noires au kilomètre carré. Une espèce particulièrement robuste, vous verrez. Notre recette du jour, nous irons la chercher en Albanie, à Korçë. Vous allez découvrir le tave cosy, de l'épaule d'agneau avec une sauce au yaourt dont les Albanais raffolent. Un peu de paprika pour couronner le tout, et le plat n'en sera que plus appétissant. Santé! Et puis, ayez le cœur bien accroché, à New York, je vous raconterai l'histoire inattendue de Coney Island, surnommée Sodome-sur-Mer au début du XXe siècle. Une surenchère d'attractions faite pour attirer le chaland, parfois jusqu'à la nausée. Tout d'abord, c'est la devinette. Elle nous amène aux Pays-Bas aujourd'hui, le pays de la tulipe. Bien joué. Mais ce n'est pas ça la question. 95% des bulbes de tulipes commercialisés dans le monde sont produits ici. Et ce qu'on sait moins, c'est que les Néerlandais ont préféré ne pas les voir fleurir durant l'hiver 1944. Savez-vous pourquoi? La réponse, ce sera dans une quarantaine de minutes, mais tout de suite, on s'envole pour Copenhague avec celui qu'on considère comme le père de la peinture danoise. Un homme en quête d'idéal. Christopher Willem Eckersberg, c'est notre inspiration. Dans le soleil matinal de Copenhague, un homme scrute les nuages qui défilent. En cet été 1827, l'artiste Christopher Willem Eckersberg veut capturer ce qui l'entoure au plus près du réel. Fixer dans ses moindres détails le nouveau monde qui naît sous ses yeux. C'est une époque où l'économie va mal et où les Danois se sentent très menacés par les Anglais et d'autres nations. Alors, ils veulent vraiment montrer qu'ils sont une nation forte, avec une histoire profonde. Eckersberg en est témoin et peint cette idée de nation. Il joue donc un rôle très important dans la création d'un sentiment national. Dans ces temps de chaos du début du 19e siècle, entre guerre napoléonienne et conflit avec la Suède, sa technique, précise, acérée, quasi photographique, redonne corps à son pays menacé d'effacement. Ses portraits de marchands, artistes et scientifiques dévoilent les nouveaux visages d'un Danemark renaissant. Ces nus, ultra-réalistes, célèbrent le peuple qui foule l'intimité de son atelier, une première au Danemark. Dans le nord-est de la capitale, le quartier d'Holmen est depuis le XVIIe siècle la base de la flotte royale danoise. Eckersberg voue une passion aux navires depuis son enfance passée dans le sud du pays, auprès d'un père charpentier et constructeur de bateaux. Dès son arrivée à 20 ans pour étudier aux Beaux-Arts de la ville, ces vaisseaux de guerre ou de plaisance sont un leitmotiv. Pour Eckersberg, Holmen représente vraiment l'endroit. C'est ici qu'il venait lors de ses nombreuses balades, car cela faisait partie de l'identité du pays d'être une nation maritime. Cette machine à mater les bateaux était pour Eckersberg un symbole important de la flotte danoise. Et lorsque les Anglais bombardent Copenhague en 1807, la marine vit une défaite très douloureuse. Mais Eckersberg continue à venir à Holmen admirer les grandes frégates et les corvettes qu'il adorait tant. Ces navires avaient une valeur symbolique. Ils procuraient encore aux Danois un sentiment de fierté.
Cette marine idéalisée s'incarne dans l'un de ses tableaux les plus célèbres, Assaut, réalisé en 1828. Un triomphe de détails qu'il doit à son séjour en Europe auprès des maîtres du néoclassicisme comme le français Jacques-Louis David. Il se procure les plans de construction du navire et va même jusqu'à consulter le journal de bord météorologique. Ce fort intérêt pour la météorologie est, selon moi, un parfait exemple de l'approche scientifique du monde de Eckersberg. On voit bien qu'il y a une intention méticuleuse, qu'une observation très précise de la réalité constitue le véritable fondement de ces tableaux. Il s'agit de créer un sentiment d'ordre dans le chaos que constitue tout cet amas de cordes, de mâts. On peut dire que les peintures d'Eckersberg sont des peintures parfaites. Cette virtuosité prend toute sa mesure au nord de Copenhague, dans le domaine de Dierhaven, le parc aux cerfs. Depuis peu, le roi a ouvert sa réserve de chasse à courre au peuple dont il souhaite se montrer plus proche. Les habitants de Copenhague découvrent le brame des cerfs, les couleurs ardentes du feuillage et respirent. Eckersberg, devenu professeur à l'Académie royale des beaux-arts à 35 ans, vient y enseigner à ses jeunes élèves une nouvelle technique apprise lors de son voyage à Rome, l'art du paysage en plein air. À ce moment-là, c'est une grande libération pour la population d'avoir la possibilité de sortir de la ville. Copenhague était encore une ville assez petite, encerclée de remparts, où beaucoup de personnes vivaient sur peu de mètres carrés. Et ça puait terriblement. Certains gardaient même leurs vaches au 3e étage d'un immeuble. On peut dire que c'était inhumain d'y vivre. Et pour Eckersberg, c'était très important que ses élèves saisissent bien la nature, qu'ils la ressentent vraiment dans toute sa grandeur, mais aussi dans ses moindres détails. Sous le pinceau d'Eckersberg, le paysage change de statut. Jusque-là, simple fond de décor, il devient central dans le tableau, un sujet en soi. Den danske guldalder var absolut en kunstnerisk guldalder, men det var også en tid med... Même si l'âge d'or danois était un âge d'or artistique, c'était également un temps rempli de contradictions, de grands contrastes entre riches et pauvres, de problèmes liés à la défaite de la Norvège, à la faillite économique. Il s'agissait donc d'un pays en détresse. Cette expérience du beau, du bon et du vrai est donc vraiment primordiale à ce moment précis. Les peintres s'y consacrent pleinement, en peignant nos paysages comme des monuments nationaux dont nous pouvions être fiers. Le penchant réformateur d'Eckersberg s'affirme au cœur de Copenhague où trône le long du canal l'Académie des Beaux-Arts. Le peintre bouscule ce monde conservateur en autorisant la représentation de nus à partir de modèles vivants. En 1833, Eckersberg essaie pour la première fois de faire entrer un modèle féminin dans l'enseignement du soir à l'Académie. Soudain pénètre dans la salle Sophie, probablement l'épouse de l'un des enseignants de l'Académie. Elle pose dans l'un des salons où il invite 5 de ses élèves les plus proches à la peindre. Le but était ensuite de comparer leurs études. C'était vraiment une nouvelle façon d'étudier et une révolution par rapport à la manière dont on appréhendait le corps. Eckersberg s'éloigne du corps grec, reflet de la santé morale de la cité. Dans une Europe où le peuple fait entendre sa voix, il choisit de nouveaux types de modèles.
Ce sont des gens de la classe populaire qui sont soudainement invités à l'académie pour être modèles. Donc, on voit apparaître une forme de réalisme dans l'enseignement. On va vraiment s'approcher de l'individu. On est placé face à un humain dénudé. Il va même jusqu'à inscrire les noms de certains modèles directement sur les toiles, afin qu'on puisse voir qu'il s'agit bien de personnes de la vraie vie. Cette révolution qui se joue sur la toile se ressent aussi dans ce microcosme de l'académie où interagissent professeurs, étudiants et domestiques, comme le portier des lieux chargé de balayer la cour tous les jours, Søren Andersen. Nous sommes ici dans une petite cour au sein du palais royal de Charlottenburg. Eckersberg habitait dans l'appartement au rez-de-chaussée. Et juste en face, dans la petite maison jaune, habitait le portier Søren Andersen avec sa famille. Tous les enfants de la famille Andersen étaient également modèles à l'académie, comme la petite Betty, âgée de 11 ans, et modèle de l'un des célèbres tableaux de Eckersberg en 1837. Le personnel et les modèles font partie intégrante de la vie artistique, pratiquement au même titre que les artistes eux-mêmes. Cette matière vivante nourrit l'œuvre du peintre, tout comme une nouvelle classe sociale, les bourgeois. Ils sont la force vive d'un Danemark qui se reconstruit. Leur mode de vie, leur famille et leurs intérieurs donnent à Eckersberg un nouveau terrain d'exploration. Bakkehuset, la maison sur la colline de Kamø et Knudelund, est l'une de ces demeures d'un nouveau genre que visite régulièrement le peintre. Ces espaces illustrent cette vie bourgeoise, un lieu de vie plus petit et plus confortable dans lequel il fait bon vivre et où vous êtes proche de votre famille. Le domicile est très important pour cette classe sociale. Il sera même inscrit dans la Constitution de 1849 que le domicile et l'intimité sont nécessaires aux citoyens. Donc la maison et le fait d'être en sécurité chez soi font partie du tissu social de la nation. Dans le salon jaune du couple d'intellectuels se déroule une partie de la vie culturelle danoise. Écrivains, scientifiques, philosophes et artistes comme Eckersberg débattent de longues heures. Cette nouvelle classe a des ambitions. Elle a des ambitions non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Ils veulent participer. Ils ont vu en France comment les citoyens ont obtenu une part du pouvoir politique. Et c'est ce qu'ils veulent aussi, mais sans la révolution, parce que ce n'est pas vraiment le style ici. Eckersberg venait d'un milieu très défavorisé, très loin de Copenhague. Mais de nombreux artistes, y compris le peintre, ont pu s'élever socialement grâce à leur talent. Et ce talent a été encouragé par des bourgeois qui voulaient les aider. Parmi les bienfaiteurs d'Eckersberg, le marchand, homme de presse et économiste juif Mendel Levy Nettensen. C'est en partie grâce à ces fonds que l'artiste a pu financer ses voyages en Europe. À son retour, il peut compter sur cet acheteur régulier qui se substitue de plus en plus fréquemment aux commandes de l'État. C'est un autodidacte. Il a développé sa propre entreprise et maintenant, il est au sommet de la société et peut obtenir un portrait d'Eckersberg, qui est professeur à l'Académie royale du Danemark. Il est donc vraiment au top de sa forme et cela se voit sur le tableau. Voici une personne telle qu'elle est, confiante et sans attirail. Eckersberg peint donc tout le monde de la même manière. Si vous êtes noble, si vous êtes marchand, il utilise la même simplicité dans ses portraits. Et c'est nouveau, bien entendu. Il est également nouveau que la bourgeoisie ait de l'argent et ait intérêt à être représentée ainsi. À son apogée, Nettensen confie à Eckersberg un portrait de famille. C'est l'œuvre la plus dense jamais réalisée par le peintre, où les 8 enfants de l'homme d'affaires ont un rôle central.
Les bourgeois veulent montrer qu'ils ont une grande famille. Ils veulent que les enfants fassent partie de leur identité. Dans ce grand portrait, les Nathanson sont donc représentés avec leurs enfants. Eckersberg montre dans cette peinture comment il considérait les enfants comme des êtres libres qui dansent, chantent et se sentent détendus avec leurs parents. C'est donc une famille très unie. Vous avez, à cette époque, une nation en train de se reconstruire. Et on commence à penser à la nation comme une famille. Donc ici, il y a la vraie famille que nous voyons dans le portrait des Nathanson, la famille nucléaire, mais également la nation en tant que grande famille dont le roi serait le père. Le père de la peinture danoise, lui, a métamorphosé l'art de son pays en l'ouvrant à des mondes jusque-là inexplorés. Avec Thomas Chauvineau, on part à plus de 3000 km de Copenhague, sur une petite île dont la propriété s'est jouée à coups de bouteilles de whisky. C'est le clin d'œil. Le Groenland, la plus grande île du monde, est jusqu'à présent un territoire autonome rattaché au Danemark, même si le 45e et 47e président des États-Unis a des vues sur le coin. Il n'est pas le seul. Pendant près de 50 ans, une guerre a opposé un autre pays d'Amérique du Nord, le Canada, au Danemark. Un conflit entré dans l'histoire sous le nom de « guerre du whisky ». L'enjeu, c'est l'île Hans, un confetti d'1 km² où quasiment rien ne pousse, situé à cheval entre les frontières maritimes danoises et canadiennes. Dans les années 1970, les représentants des pays ont tenté de statuer sur la souveraineté de l'endroit. Mais à qui appartient ce bout de terre? À moi! Non! À moi! Non! À moi! Jusqu'à ce que l'irrémédiable soit commis et que s'enclenche un terrible engrenage. En 1984, un groupe de Canadiens débarque sur le Rocher. Ils plantent un drapeau à feuilles d'érable et, provocation suprême, enterrent une bouteille de whisky. La réaction danoise est immédiate. Le ministre danois du Groenland en personne se rend sur place, retire le drapeau pour y planter la croix danoise, exhume la bouteille, aussitôt remplacée par un schnapps de derrière les fagots, accompagné d'un petit mot « Bienvenue au Danemark ». Pendant presque 40 ans, ce rituel se reproduit à de multiples reprises. Les drapeaux sont déchirés et laissés sur place. Les bouteilles, c'est moins clair. Le ton monte, des campagnes en ligne sont lancées et même un appel canadien au boycott des pâtisseries danoises. C'est dire la violence des sanctions. Il faut attendre 2022 pour qu'enfin les belligérants enterrent la bouteille de guerre. Un accord est trouvé, l'île est coupée en deux selon un axe nord-sud, ce qui au passage crée la première frontière terrestre entre le Canada et l'Union européenne. À la signature de l'accord, les ministres des Affaires étrangères canadiennes et danois ont trinqué à la réconciliation. Schnapps pour l'un, whisky pour l'autre. Voilà une dispute territoriale qui termine bien. Plutôt que de tirer le canon, ils ont préféré le boire. On va finir par créer une Yellowtech. Celui-ci, il vient de Cuba, d'Éthiopie, de Slovénie et le petit dernier qu'on nous a rapporté, de Bretagne, de l'île de Groix. Vous allez voir là-bas, c'est le paradis de l'abeille noire. Les abeilles, le matin, je vais les voir. Je vais les voir à midi et je vais les voir le soir. L'abeille, elle a vécu 2 glaciations. Elle a plus d'1 million d'années. Elle est montée tout au nord de l'Europe. Elle est redescendue. Elle est remontée. Vous vous rendez compte? L'instinct de survie qu'ils ont. C'est impressionnant. Hein? Cette abeille, dont la robustesse force l'admiration des apiculteurs de l'île de Groix, c'est l'abeille noire, Apis mellifera mellifera, de son nom scientifique. Plus sombre et plus trapue que sa cousine à rayures, elle était présente partout en France et en Europe de l'Ouest avant de quasiment disparaître. Groix, au contraire, détient le record du nombre de colonies au kilomètre carré. La petite île du Morbihan est même devenue un sanctuaire dédié à la conservation de cette espèce menacée. C'est qu'ici, les habitants n'ont jamais cherché à la domestiquer totalement, préférant une coexistence pacifique, presque amicale.
Et l'abeille noire a survécu. Juste en face de Lorient, Groix est un caillou de 15 km². Rien ne prédestinait cette terre de pêcheurs à lier son destin avec celui des abeilles. Elle a bâti sa réputation avec l'installation de conserveries pour transformer les sardines au XVIIIe siècle, puis le thon au début du XXe. Groix, c'était le plus grand portonnier de France. Il y avait 300 bateaux. Il y avait 5 usines. Il y avait 5000 habitants. Et il y avait 3 fois moins de maisons. Je ne sais pas comment ils faisaient pour dormir. À cette époque, les liaisons avec le continent sont rares. Les familles groisillonnes mènent une vie en autarcie. Pendant que les hommes sont en mer, à terre, les femmes, comme l'arrière-grand-mère de Charles-Henri, sont souvent seules et subviennent aux besoins des enfants. Elle avait une vache, elle avait un poulailler et elle avait des ruches. Voilà. Mais elle n'était pas la seule. Sur l'île, il y avait peut-être 4 familles qui avaient des ruches. Les ruches ont toujours existé. Mais par contre, il fallait avoir le culot, le courage plutôt, de s'en occuper. Parce que c'est pas évident. Parce que maintenant, on a les combinaisons et tout. Mais avant, on n'avait pas tout ça. Elle avait une espèce de gros voile, comme du tulle, comme ça, avec un gros chapeau de paille. Et puis c'est tout. Mon arrière-grand-père, il avait un bateau qui commandait, un tonnier. Donc à partir du mois de mai, il allait à la pêche au thon. Donc il y a peut-être à l'automne, il devait donner un coup de main à sa femme pour récolter le miel. Et après, c'est son fils, mon grand-père, qui a pris. Et comme j'étais toujours avec lui, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à m'occuper un peu des abeilles. Voilà. C'est gentil. Le miel apporte une touche de douceur sucrée dans une vie quotidienne rude. Mais la technique de récolte reste rudimentaire. Donc ici, je vous présente une ruche qui était utilisée dans les années 1800. C'était tout simple, c'était simplement une caisse de bois, vous voyez, 50 sur 50, qui était aménagée avec des barreaux de bois pour que les alvéoles de cire puissent tenir. Le seul moyen pour récupérer le miel est alors de tuer les occupantes en les étouffant avec du soufre. Les abeilles ne disparaissent pas pour autant, car les habitants ont appris à les observer. Ils attendent que la reine essaime et quitte la ruche avec une partie de la colonie. Surtout, l'apiculture se fait toujours à une échelle modeste. L'agriculture, qui reste principalement vivrière elle aussi, et un microclimat plus doux et plus sec que sur le continent, font de l'île un paradis pour les insectes pollinisateurs, et pas seulement les abeilles noires. Papillons, bourdons, mouches, et surtout des centaines d'espèces d'abeilles sauvages qui, elles, vivent en solitaire. Celles-ci nichent dans la terre ou dans les falaises de sable et se délectent des fleurs en abondance. Ah voilà, une abeille qui rentre ici. Donc elle est rentrée ici, voilà, les pattes vraiment recouvertes de pollen. Et donc ensuite, la femelle va déposer la réserve de pollen dans le trou pour nourrir ses larves. Donc tout ce qu'on voit ici, les petits trous, ce sont des nids d'abeilles. Il y a différentes tailles parce qu'il y a des abeilles vraiment toutes petites qui font 5 mm. Il y en a d'autres qui sont plus grandes, qui font de l'ordre de 1 cm, 1 cm 5. Ces habitats naturels sont préservés parce qu'ils sont peu soumis aux pressions humaines, d'urbanisation, assez peu de fréquentation, peu de pesticides. On l'a observé à Groix parce qu'on a inventorié les abeilles à la fois dans les zones naturelles, mais également dans les jardins des particuliers. Dès qu'on est dans des jardins avec une place qui est laissée à la flore sauvage, avec des rondins de bois, de la flore qui n'est pas coupée en permanence, eh ben, on peut très rapidement trouver de nombreuses espèces d'abeilles sauvages. À la différence des abeilles sauvages, l'abeille noire, elle, vit en colonie et affectionne les constructions humaines. À Groix, on la trouve dans les cavités de vieux murs en pierre ou dans les conduits de cheminées non utilisés.
Cette proximité ne dérange pas les groisillons, au contraire. Car à partir du nectar de cette flore abondante, Apis mellifera mellifera produit du miel. C'est un spectacle rare et assez impressionnant de se dire que l'abeille mellifère peut également vivre en dehors des ruches. Et quand on vient à Groix, ce spectacle-là est beaucoup plus facile à observer puisque presque, en exagérant un petit peu, à chaque coin de rue, on peut voir une colonie vivant à l'état sauvage. Et ça, c'est exceptionnel à cette île et à cette localité. Cette cohabitation séculaire entre l'homme et l'abeille perdure à Groix. L'île reste à l'écart des innovations qui bouleversent le monde apicole au milieu du 19e siècle partout ailleurs sur le continent. Dans les campagnes bretonnes, ces nouvelles connaissances sont apportées par les curés. La figure du prêtre apiculteur est commune à l'époque. L'élevage de l'abeille est un loisir qui invite à la contemplation. Et la cire, dont elle fait les alvéoles, est un produit recherché par l'Église pour les cierges. Dans la campagne morbihannaise, le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, qui célèbre l'apparition miraculeuse de la Mère de Marie, est le lieu du plus grand pèlerinage de la Bretagne catholique. L'abeille est liée au divin depuis l'Antiquité. La cire symbolise le corps du Christ, puisque seuls les cierges en cire étaient admis lors des cérémonies religieuses. Il y avait aussi le fait qu'on n'observait pas d'accouplement chez l'abeille. Les abeilles, en fait, c'était un peu comme la Vierge Marie. Il y avait enfantement, mais un enfantement miraculeux. Ici, comme partout en France, l'invention de la ruche à cadre mobile en 1851 permet de récolter le miel sans détruire la colonie. Les apiculteurs se lancent ensuite dans des manipulations pour accroître la production. Ils sélectionnent les reines, nourrissent et hybrident les abeilles. On voulait lutter contre l'étouffage, préserver l'abeille, respecter cet insecte considéré comme divin. Et on voulait également aussi développer l'apiculture. Bien évidemment, on s'est posé la question de savoir quelle est la meilleure race sous-espèce d'abeilles pour la domestication. Donc il fallait l'abeille parfaite, à savoir une abeille qui ne pique pas trop, qui tient bien le cadre, c'est-à-dire qui reste bien en place et qui ne vole pas tout autour, voilà, en s'énervant. Une abeille qui produit beaucoup de miel, qui peut butiner un large panel de fleurs. Donc à un moment, la grande mode, c'était l'abeille italienne, l'abeille dite jaune, déjà parce qu'elle est très jolie. On lit dans les textes que c'est l'abeille la plus gracieuse, la plus jolie, elle est dorée, elle est svelte, bon bref. Après, il y avait également l'abeille caucasienne, qui elle a la réputation d'être très douce. Et donc on va importer des abeilles. L'abeille noire, jugée trop agressive, est délaissée au profit des nouvelles sous-espèces, jusqu'au point de quasi-extinction. Elle ne doit sa survie qu'à de rares enclaves, isolées et épargnées par l'agriculture et l'apiculture intensive, en particulier à Groix. Au tournant des années 2000, alors que les scientifiques alertent du déclin mondial des populations d'abeilles, les habitants de Groix prennent conscience de la valeur de leur drôle de voisine. La reine, ça c'est l'homme? Non, c'est un mâle, ça. Là, je suis en train de marquer une reine. Ça va nous permettre de savoir si elle vit, si on la retrouve dans 2-3 ans, ou 4 ans, tant mieux, et si 5 ans, encore mieux. Ce qui n'était qu'une manière naturelle de cohabiter avec le vivant devient alors un combat. Quelques apiculteurs amateurs obtiennent l'interdiction d'importer des espèces d'abeilles non endémiques et installent à Groix un conservatoire dédié à la protection des abeilles locales. Les 2 analyses qu'on fait en 2008 et 2017, en fait, on prouvait qu'on était à 100% d'abeilles noires à chaque fois. Par ce fait, on a pu démontrer qu'en fait, on n'a pas de pollution génétique qui viennent des abeilles du continent. Sur l'île,
Les abeilles noires ont évolué au fil des siècles pour s'acclimater à l'environnement. Les chercheurs ont découvert qu'elles avaient même réussi à s'adapter au redoutable varroa, un acarien qui décime les ruches sur le continent. Quand les parasites sont arrivés, les agriculteurs de Groix n'ont rien fait. Ils ont continué leur petit bonhomme de chemin, on va dire. On récolte quand il y a du miel, quand il n'y a pas de miel, on va chercher des mûres, c'est à peu près la même période, et on fait de la confiture de mûres. Je plaisante un peu, mais c'est ça. Mais du coup, on a réussi à avoir des abeilles qui sont devenues adaptées à ces parasites. C'est sans doute une adaptation qui est naturelle partout, toutes les espèces, mais il faut leur laisser le temps. Et à Groix, c'est ce qui s'est passé. La population globale des abeilles noires sur l'île de Groix est constante. Et il n'y a pas de diminution, en fait. Et ça, c'est un véritable bonheur. Et puis moi, je pense qu'il est hyper important de la garder. Non pas pour moi, je suis un vieux monsieur, pour les générations ultérieures. Ça, pour moi, c'est une évidence même. On quitte les falaises de Groix pour l'Albanie. Je vous invite maintenant dans une ville qu'on surnomme le Petit Paris, notamment parce qu'on y a construit l'un des premiers lycées français du pays. C'est à Corché qu'on rejoint Adelina, notre cuisinière du jour. Alors pour un plat pas du tout français, mais typiquement albanais. La recette que nous allons préparer aujourd'hui est une recette du quotidien. Ce n'est pas spécialement un plat de fête. Je la cuisine environ une fois par semaine. Elle est délicieuse. Nous l'aimons beaucoup ici à Corché. Alors, j'ai besoin de filets d'agneau car je vais préparer un tave cosy. Tu veux de l'épaule? Oui, mais pas toute l'épaule. Donne-moi 5 morceaux s'il te plaît. Je choisis moi-même les agneaux. Ils viennent du coin. De Viscouche ou de Loubonnier, par exemple. De partout. Ce ne sont pas des agneaux importés de l'étranger, ils sont élevés avec soin. C'est vraiment de la production locale. Je m'appelle Adelina Andrea. Vous êtes chez moi. Et aujourd'hui, je vais préparer la recette du tave cosy à la viande d'agneau. Nous allons commencer par nous occuper de la viande. Je fais une petite marinade très rapide et très simple, avec seulement du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Voici ma sœur. Elle est très douée pour la cuisine et elle va m'aider pour cette recette. L'étape suivante, c'est la sauce. On va d'abord casser des œufs et les fouetter. Pour 5 personnes, il faut 5 œufs. Ma sœur est en train de préparer le citron. On va tout utiliser. On le presse pour récupérer le jus, mais on le râpe aussi pour le zeste. On a ensuite besoin de farine de blé et de farine de maïs. Ça permettra de lier et d'épaissir la sauce, pour qu'elle ne reste pas trop liquide. Et j'ajoute pour 5 personnes 1 litre de yaourt, que je mélange bien aux œufs. Enfin, pour l'assaisonnement, je mets du poivre et de la noix de muscade. Voilà, la préparation est prête. Il ne reste plus qu'à attendre que la viande soit cuite pour récupérer le jus, avant la deuxième cuisson au four. La viande est bien cuite. J'adore cuisiner. Je le fais avec passion et envie. Et c'est aussi un héritage familial, parce que mon père et mon grand-père étaient de très bons cuisiniers. Ils m'ont transmis ce goût de la cuisine. J'ai terminé de dresser la viande. On va prendre un peu de jus de cuisson et le verser sur le plat. Je jauge à l'œil. Il faut environ 2 louches de jus pour 1 litre de yaourt.
On finalise avec un peu de beurre au paprika et de la noix de muscade râpée. Voilà, ça c'est fait. Santé! Loué soient tes mains. Bon appétit! C'est très bon, aussi bien le goût que la consistance. Les arômes sont parfaits. Allez, trinquons encore une fois. Santé! Pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir mangé avant notre nouvelle étape. Je vous invite à New York et on va faire un tour de manège au Luna Park de Coney Island. Notre histoire inattendue a des allures de montagne russe. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Embarquez pour un voyage dans le temps, une remontée spectaculaire au tout début du XXe siècle à Coney Island. Aujourd'hui encore prisé des touristes, ce quartier fut jadis l'arène d'une bataille acharnée entre les rois autoproclamés du divertissement populaire. Sur cette carte de Coney Island de 1906, 3 grands parcs, Steeplechase, Luna Park et Dreamland. Ils cohabitent sur cette étroite bande de sable au sud de Brooklyn, mais dans les coulisses, la compétition fait rage. Car pour qui rêve alors de fortune, ce bout de littoral new-yorkais a tout d'un Eldorado. Prenons un ticket avec Robin Frank. Coney Island, after the Civil War. Après la guerre de sécession, Coney Island attire des gens de toute la ville de New York, et même d'ailleurs. Certains l'appellent Sodome-sur-Mer, non seulement parce qu'il y avait des maisons de jeu et de la prostitution, mais aussi parce qu'on y trouvait des hôtels très élégants. C'était un lieu qui incarnait à la fois les rêves et les ambitions, mais aussi le côté sombre de l'époque, avec les préjugés qui l'accompagnent. Mais un homme, George T. Liu, a d'autres plans pour Coney Island. Propriétaire du premier théâtre du quartier, il nourrit une idée révolutionnaire, transformer ce rivage en un immense terrain de jeu. George T. Liu est originaire de Coney Island et lors de sa visite à l'exposition universelle de Chicago, la célèbre foire, il a une révélation. Il se dit que l'on pourrait créer un parc fermé et qu'au lieu de le démonter à la fin comme c'était le cas des foires, il pourrait rester ouvert toute l'année et bâtir sa réputation dans la durée. En 1897, il inaugure Steeplechase Park, baptisé d'après son attraction vedette, une course hippique mécanique où les visiteurs, juchés sur des chevaux lancés sur des rails et propulsés par la gravité, s'élancent dans une cavalcade effrénée. Autour, des toboggans géants, des manèges aquatiques, des plaisirs débridés, un univers qui, pendant 5 ans, décoiffe l'Amérique puritaine. Mais T. Liu veut frapper plus fort encore. Il s'associe alors à 2 inventeurs audacieux, Frederick Thompson et Skip Dundee, auteurs de l'expérience révolutionnaire Un voyage sur la Lune, triomphe de l'exposition panaméricaine de 1901. Un voyage sur la Lune, A Trip to the Moon, était le tout premier spectacle multimédia. C'était un cyclorama en mouvement que les spectateurs voyaient défiler devant eux pendant qu'ils montaient à bord d'un vaisseau avec des ailes à une époque où les avions n'avaient même pas encore été inventés. Ensuite, ils atterrissaient sur la Lune. Le succès est immédiat. Des centaines de milliers de billets s'arrachent. Mais T. Liu, frustré de ne toucher que 40% des recettes, veut renégocier. Les 2 ingénieurs, Thompson et Dundee, claquent la porte et ouvrent juste en face Luna Park. Surnommé l'Éden électrique, il brille de 250 000 ampoules, émerveille par ses décors monumentaux
et enflamme le public avec ses parades d'éléphants. Face à ce rival étincelant, Steeplechase prend soudain un coup de vieux. La rivalité entre Tillou, Thompson et Dundee, c'est ce qui va booster la création. Une recherche constante de nouveautés, des manèges toujours plus grands, plus rapides, capables d'attirer des foules plus nombreuses et de générer davantage de profits. Mais leur succès attise les convoitises. À peine 6 mois après l'ouverture de Luna Park, un certain William Reynolds, ancien sénateur et magnat du spectacle soutenu par de puissants alliés politiques, veut sa part du gâteau. En moins d'1 an, pour la somme astronomique de 3,5 millions de dollars et à quelques pas des 2 autres, il bâtit Dreamland, le pays des rêves. Et c'est en quelque sorte Luna Park sous stéroïdes. Luna Park compte 250 000 ampoules. Dreamland en affiche 1 million. La tour clinquante et kaléidoscopique au centre de Luna Park mesure 61 mètres. Qu'est-ce qui est plus grand que 61 mètres? La Beacon Tower de Dreamland, qui mesure 114 mètres. Entre les patrons de parc, c'est une surenchère sans fin. Luna séduit en masse les foules populaires, Dreamland jouera la carte du chic pour les élites. Mais dans la course au spectaculaire, le cynisme gagne du terrain. Parmi les coups de publicité qui ont vraiment révélé le côté sombre de Coney Island, il y a eu l'exécution de Topsy l'éléphante, un animal qui avait passé sa vie à se produire et à travailler à Coney Island. Des foules entières payèrent pour venir voir l'éléphante électrocutée. Le New York Times qualifie cela d'affaire peu glorieuse, ce qui est pour le moins un euphémisme. À Dreamland, on exhibe des zoos humains, une ville de nains, des bébés prématurés présentés en couveuse ou encore des villages indigènes reconstitués. En 1911, Dreamland disparaît dans les flammes pour ne jamais renaître. Luna Park trône fièrement jusqu'en 1944 avant de succomber lui aussi à un incendie. Quant à Steeplechase, pionnier et résistant, il prolonge l'aventure jusqu'en 1964. Coney Island, ça reste un symbole culturel aux États-Unis. Parce que c'était l'incarnation d'un esprit d'entrepreneuriat un peu fou. Des producteurs de spectacles, des impresarios qui ont détourné la technologie américaine, pas pour construire des ponts ou des machines utiles, mais pour inventer des manèges, des attractions, du plaisir. L'ambiance n'était pas franchement à la recherche du plaisir quand les Néerlandais ont préféré ne pas voir fleurir leurs tulipes. Avez-vous trouvé pourquoi, en 1944, ils ont préféré ne pas planter les bulbes? Eh bien, parce qu'ils les ont mangés. Durant l'hiver 1944, le nord des Pays-Bas est encore occupé par l'armée allemande. Les nazis réquisitionnent une grosse partie de la nourriture. Les Néerlandais ont faim. Comme les exportations de bulbes de tulipes ont été interrompues avec la guerre, ils vont décider de les cuisiner pour survivre. Ils sont de la même famille que l'oignon, on va donc les préparer frits ou en soupe. Et si vous voulez essayer, sauf allergie bien sûr, on retiendra la salade de tomates confites, fenouil et bulbes de tulipes, ou même les huîtres aux bulbes de tulipes. Bis bald!